Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau décor. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau décor dans les commentaires. Voilà, comme chaque année, on y a le droit, la télé rediffuse tous les Harry Potter. Et je me suis dit que cette fois-ci, j'allais essayer, je dis bien essayer, de vous sortir chaque semaine une vidéo en rapport avec le film diffusé cette semaine-là. Donc je cherchais un concept de vidéo un peu original qui pouvait s'appliquer à tous les films et je me suis souvenu que ce concept là en fait je l'avais déjà en tête il y a quelques mois et j'avais pas eu le temps de le faire et je me suis dit ben c'est l'occasion. Alors attention, j'ai pas la prétention d'être une experte, j'aime le cinéma, j'ai fait une licence en cinéma et j'avais des cours qu'on appelait analyse filmique. J'étais pas excellente mais je trouvais ça hyper intéressant de voir une séquence en boucle, d'y réfléchir et d'en tirer une analyse. Alors ce qui est bien c'est que ce concept ça va vraiment s'appliquer à... on peut l'appliquer à n'importe quel film, ça va pas être que sur des vieux films chiants, mais bon, une analyse ça reste quand même assez subjective, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi et d'ailleurs vous pouvez me donner votre propre analyse en commentaire. En fait je veux vraiment que ce genre de vidéo devienne un espace d'échange et de réflexion et voilà. Ce serait trop bien que vous me donniez votre avis juste en dessous. Donc si vous avez bien tout suivi, on va prendre une scène de Harry Potter, y réfléchir, l'analyser et on commence tout de suite avec Harry Potter à l'école des sorciers. Il fallait bien trouver une scène à analyser pour cette première vidéo. J'ai pas du tout eu de mal pour le coup, j'ai directement pensé à la scène du miroir d'Urizen parce que tout de suite je m'étais dit il y a plein de trucs à dire sur cette scène-là. Alors vous en doutez, je vais pas vous diffuser l'extrait en entier parce que je peux pas pour des questions de droit, mais je vous conseille quand même de l'avoir bien en tête avant d'écouter cette analyse si vous voulez pas être perdu. On va recontextualiser d'abord Harry Potter à l'école des sorciers, sorti en 2001, réalisé par Chris Columbus. Dans ce premier film, on découvre Harry, un jeune sorcier orphelin qui est connu pour avoir terrassé, malgré lui, le plus grand mage noir de tous les temps, et il vient juste d'être accepté dans une école de magie qui s'appelle Poudlard. Dans la scène qu'on va analyser, Harry en fait se retrouve un peu par hasard dans une salle du château dans laquelle il va découvrir un grand miroir un peu bizarre et dans lequel il va découvrir le reflet de ses parents qu'il n'a jamais connu. Alors les miroirs, au cinéma et dans la littérature, ils ont vraiment une symbolique très particulière. Par exemple, il y a plein d'œuvres où ils sont considérés comme des passages vers un autre monde, mais on peut aussi par exemple les associer aux fantasmes, au désir, au souvenir. Le miroir c'est un élément hyper puissant et hyper intéressant à travailler pour mettre en scène quelque chose. Alors nous ce qu'on va essayer de voir dans cette analyse, c'est comment la mise en scène qu'il y a autour du miroir d'Urizen, elle va permettre de faire une introspection du personnage de Harry. Alors dans une des versions du mythe de Narcisse, la mythologie, tout ça, Narcisse a une sœur qui lui ressemble vraiment beaucoup et dont il est amoureux, donc c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Sa sœur va mourir, et pour se remémorer en fait un peu le souvenir de sa sœur, il va observer son reflet, son propre reflet, dans une fontaine nuit et jour, et il va vraiment devenir obsédé par ça. Alors je trouve que ce mythe représente vraiment bien l'idée du souvenir que Harry essaye de retrouver de ses parents, parce que, alors Narcisse lui il ressemble à sa sœur, Harry lui il ressemble à son père, il a les yeux de sa mère, il y a une petite concordance quand même. Alors et comme Narcisse, Harry va aussi développer très rapidement une obsession pour ce miroir, et pire encore, Narcisse lui il va se laisser carrément mourir de faim à cause en fait il va s'oublier quoi. Avec le souvenir de sa sœur, il va se laisser dépérir. Et en fait, ça se rapproche vraiment de ce que Dumbledore dit. Il dit des hommes se sont laissés dépérir en le contemplant. Donc c'est vraiment une très très grosse ressemblance avec ce mythe et le rapport au souvenir pour le coup. Alors l'idée de souvenir, elle est également très très présente dans la mise en scène que Chris Columbus va apporter à cette scène. On a par exemple la musique. La musique choisie, si vous l'écoutez bien, elle est très douce, elle est infantile, elle ressemble presque à une berceuse finalement, donc l'enfance tout ça. Alors la couleur de la scène, elle est majoritairement bleue, vous pouvez le voir dans tous les screens que je vous mets, et donc le bleu ça apporte le calme, la sérénité, l'apaisement, et tout ça c'est relevé par un éclairage assez doux finalement, et donc tous ces éléments ils ramènent bien entendu à l'enfance, et donc à la seule époque où Harry a entre guillemets connu ses parents. Et d'ailleurs je pense que Harry se souvient même pas du visage de ses parents, parce que je le rappelle à l'époque, quand ils sont morts, il avait que 1 an. Et il y a peu de chance alors que Harry ait vraiment leur visage en tête, et c'est même peut-être la première fois à ce moment de l'histoire qu'il les découvre. Mais par contre, ce qui est quand même intéressant, c'est que, souvenez-vous, dès que Harry se retrouve face au miroir, il regarde, il fait « Maman, papa ?» En fait, vraiment, il les reconnaît. Il les reconnaît alors que il n'est pas censé se souvenir de leur visage.
Et c'est un peu comme si le miroir du Reset faisait ressurgir un peu des souvenirs enfouis finalement. Et il y a un truc hyper intéressant, c'est que jamais dans la scène on va entendre la voix de ses parents. On va juste entendre celle de Harry, donc il n'y a que Harry qui parle, et ses parents pour communiquer, ils échangent des regards, ils acquiescent, tout ça. Et ça renforce le fait que même si leurs visages apparaissent, leurs voix, elles sont beaucoup trop loin pour que Harry s'en souvienne et que ses parents, ils appartiennent bel et bien au passé. Et dernière petite chose au sujet des souvenirs et qui va me permettre de faire la transition vers l'idée suivante, c'est que lorsque la mère de Harry, elle pose sa main son épaule, on voit un plan où ils sont tous les trois. Ça ressemble quand même énormément à une photo de famille qu'on ressort par exemple de temps en temps pour se souvenir. Et je dirais même qu'on pourrait avoir l'impression de se retrouver devant un film de famille parce que finalement là l'image elle est pas fixe, elle est en mouvement. J'ai trouvé une citation qui nous dit « Le miroir est une métaphore de l'écran de cinéma car il permet à un spectateur de contempler une image en mouvement, mettant principalement en scène une figure humaine. » Alors oui, au cinéma, on aime bien ramener beaucoup de choses au cinéma. On aime bien dire « ça, c'est une référence au cinéma »,« ça, c'est une référence au cinéma ». La phrase favorite de toute façon des professeurs en cinéma c'est « là ici on a une mise en abîme du cinéma ». Une mise en abîme, ça veut dire qu'on va, qu'il y a des références au cinéma dans le film. En gros c'est ça. Et donc, vous l'aurez peut-être compris, ici le miroir est associé à un écran de cinéma, et donc si un écran, il y a un spectateur qui est face au miroir, c'est Harry. Donc on a le miroir qui représente l'écran, Harry qui représente le spectateur. Et je vous jure que c'est pas tiré par les cheveux, je vous jure que en cinéma, les miroirs égale écran de cinéma. Je vous jure, je vous jure. Alors ce qui est intéressant dans cette métaphore de l'écran de cinéma, c'est l'idée du spectateur qui a envie de passer de l'autre côté de l'écran. Je me souviens que j'avais eu tout un cours là-dessus, sur cette idée d'attraction que le spectateur a pour les personnages, le monde fictif qu'il voit, et en fait il a vraiment envie de le rejoindre. Je suis sûre que même vous avez déjà eu envie de traverser, entre guillemets, votre écran d'ordinateur, de télé, je sais pas quoi, pour par exemple rejoindre, je sais pas, le monde de Harry Potter. On a tous eu envie un jour de rejoindre le monde de Harry Potter. Et en fait, c'est de ça dont je parle. Alors pour revenir au sujet, si on y pense, un écran c'est fait pour diffuser un spectacle, c'est-à-dire quelque chose de spectaculaire, d'impressionnant, quelque chose qu'on pourrait finalement avoir envie de vivre. C'est pour ça qu'on veut traverser l'écran. Et alors, pour aller encore plus loin, je vous jure que c'est pas tiré par les cheveux, mais l'écran de cinéma, donc ici le miroir, peut être associé à un passage vers un autre monde, carrément, un autre monde. Par exemple, il y a plein de livres, de films qui parlent de ça, mais on peut prendre le livre De l'autre côté du miroir, où Alice, elle va se retrouver dans un genre de monde parallèle fantastique quand elle va traverser le miroir. Et donc ça va me permettre de vous parler de la notion du fantastique. Et du coup, cette dimension fantastique, elle est vraiment d'autant plus marquée par la façon dont le miroir est présenté. Bon, il ressemble à une arche, ça vous l'aurez peut-être vu, hein, il est un peu en forme d'arche sur le dessus, et un des premiers plans vraiment un peu serrés qu'on a sur le miroir, on a la caméra vraiment qui va balayer en arc le dessus du miroir et qui va un peu couvrir le texte un peu étrange qu'on n'arrive pas à lire au premier abord du miroir. Et en fait, cette image, elle m'a fait énormément penser à un passage du Seigneur des Anneaux où les personnages, ils se retrouvent devant les portes de la Moria. En fait, je trouve cette porte, elle ressemble de ouf au miroir du Reset. Il y a le même genre de texte étrange au-dessus, c'est la même forme, tout. Et cette porte de la Moria, elle représente en quelque sorte un passage vers un autre monde parce qu'elle mène vers une ville souterraine située sous une chaîne de montagnes. On est un peu dans le domaine du fantastique, un monde bizarre, un monde un peu différent de celui qu'on quitte finalement avant de le traverser. Alors, et pour moi, cette ressemblance du miroir avec une arche, elle est pas du tout anodine. Pour moi, elle a été vraiment hyper réfléchie par les personnes qui ont designé le miroir. Ils se sont dit on va leur faire ressembler comme ça, parce que ça ressemble à une arche, j'en suis sûre finalement. Et ça renforce l'idée de passage et de monde parallèle fantastique que le miroir représente. Et vraiment, il y a une séparation qui se fait entre le vrai monde et celui du miroir. Et il y a un plan qui marque vraiment, vraiment beaucoup cette idée de séparation entre les deux mondes, c'est celui-ci. Alors vous le voyez ici, l'image elle est clairement séparée en deux parties par une grosse colonne centrale. Dans la partie gauche, on a Harry, le miroir et tout ce monde qui semble s'ouvrir à lui, où il est avec ses parents. Dans la partie droite, il y a quelques fenêtres qui montrent le monde extérieur, le vrai pour le coup, mais en dehors de ça, il n'y a rien, c'est le vide et la solitude. Et comme je disais un peu avant, Harry va bien entendu avoir le désir de fuir le manque de ses parents et de fuir sa solitude.
Et les miroirs, à ce moment-là, il va devenir le support du fantasme d'une famille. Alors rassurez-vous, j'ai pas du tout oublié d'en parler, j'attendais juste vraiment ce moment pour le mentionner. Le miroir de Riséd. Si on inverse les lettres du dernier mot, il s'appelle le miroir du désir. Parce que comme le dit Dumbledore, il montre le désir le plus cher qu'on a au fond du cœur. J'ai pas du tout oublié à quoi servait le miroir, vous en faites pas, c'est pour montrer le désir. Et bien entendu, c'est énormément représenté dans cette scène. Le principe d'un miroir, qu'est-ce que c'est? C'est avoir envie finalement, le désir de se voir, de voir son propre visage, c'est-à-dire la seule partie de son corps que l'homme ne peut pas voir. Là, je peux voir mes bras, je peux voir mes jambes, je peux voir mes mains, si je me retourne, je peux voir un peu mon dos, mais je peux pas voir mon visage, je peux le voir que si j'ai quelque chose qui reflète mon visage, ou qui capte l'image de mon visage, qui me le rediffuse comme la caméra. Mais sinon, sans ça, je ne pourrais jamais voir mon visage. Mais qui dit désir, dit frustration de ne pas pouvoir l'assouvir, bien entendu, vous connaissez. Car, Harry, il va bien entendu vite se rendre compte que ses parents qu'il voit dans le miroir, ne sont pas réels. Et je vais encore une fois faire appel à la mythologie pour mettre en évidence un point de cette analyse, vous allez voir, c'est super intéressant. Est-ce que vous connaissez le supplice de Tantale? Moi je connaissais pas avant cette vidéo, je dois bien vous l'avouer, c'est en faisant des recherches que je l'ai découvert, mais vous allez voir, c'est trop bien. Alors Tantale, c'était un des fils de Zeus, et suite à une punition, il va se voir condamné pour l'éternité à souffrir de la faim et de la soif. Ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'il va s'approcher d'un fruit, le fruit va se transformer en pierre, chaque fois qu'il va s'approcher d'une source, elle va disparaître. Et Tantale, il va souffrir de ce qu'on appelle la frustration de l'inatteignable. Je vous lis la définition, c'est le fait d'être tout près d'obtenir quelque chose et finalement d'en être empêché. Donc je pense que vous voyez de quoi je parle. Et c'est en quelque sorte une forme de punition, Tantale va être puni à ce moment-là, et cette notion elle est hyper intéressante, vous allez voir. Cette frustration de l'inatteignable, c'est exactement ce que subit Harry. Et la scène, elle le montre hyper bien, avec un plan qui est très intéressant. C'est le moment où Harry va tendre sa main et va la poser sur le miroir, et il va se rendre compte qu'il est stoppé net par la surface réfléchissante du miroir. Il va se rendre compte qu'en fait, ce qui est à 2 doigts de lui, ses parents, ce qu'il a envie d'atteindre, le truc qu'il veut le plus au monde, il est vraiment à un cheveu de l'atteindre, mais il peut pas. Il est en quelque sorte puni. Le miroir, en fait, finalement, c'est un objet un peu diabolique, puisqu'il lui présente quelque chose de très tentant, qui lui dit finalement, non, tu ne l'auras jamais. Et c'est à ce moment-là que je vais pouvoir vous parler de la folie. Parce que le fantasme, le désir, il n'y a pas grand-chose entre ça et la folie, parce que quand on ne peut pas assouvir un fantasme et un désir, on peut devenir fou. Ça ramène plus ou moins quand même à un point que j'avais abordé au début avec le mythe de Narcisse, vous savez, quand il se laisse dépérir par quand même le souvenir de sa sœur, qui finalement ne reverra jamais, tout ça. Et dans la scène, il y a quelques plans qui nous montrent quand même assez bien l'idée un peu de folie qui est en train de naître dans l'esprit de Harry à ce moment-là. Alors par exemple, on a quelques plans où les parents de Harry et le reflet de Harry font des regards caméra, c'est-à-dire qu'ils vont regarder la caméra. Ça, c'est pas hyper naturel dans un film. Les personnages, en fait, à ce moment-là, ils vont briser le 4e mur. Le 4e mur au cinéma, c'est... en gros, c'est l'écran, quoi. C'est vraiment... On sort du film à ce moment-là. Et donc dans ces moments-là de regard caméra, nous les spectateurs, et donc Harry aussi, le vrai Harry, on en oublie qu'il s'agit de leur reflet presque. Ce qui nous regarde, on a l'impression que le miroir c'est devenu un personnage à part entière. Et ce regard caméra, il est hyper intéressant pour nous spectateurs également, puisqu'il va pointer du doigt une chose, ce qui va nous dire, attention, ce que t'es en train de regarder, c'est du cinéma, c'est pas réel, t'es en train de regarder un film là, t'es pas dans le film. Et donc ça va également nous ramener à l'idée que ce miroir, ce qu'il montre, c'est une illusion. C'est pas réel. Il y a également d'autres plans qui sont intéressants au niveau de la folie. C'est par exemple des plans qui vont nous montrer uniquement... vraiment, la caméra va cadrer que l'intérieur du miroir. Elle va pas cadrer les bords du cadre, donc les cadres un peu dorés. Elle va pas non plus cadrer le vrai Harry qui se regarde. Des fois, on a les deux Harry dans le même plan. Là, on va vraiment être dans le miroir et on va presque en oublier que c'est des reflets. On va presque en oublier que finalement ces personnages n'existent pas. Et tout comme Harry, finalement, va oublier que c'est pas le monde réel. Bon voilà, je pense que j'ai réussi à relever quelques idées intéressantes dans cette analyse. Et bien sûr, même si on peut pas poser des mots dessus,
Et même si on se rend pas compte de toutes ces choses, on les ressent quand on regarde le film. Je pense que vous avez, maintenant que je vous en ai parlé, peut-être que vous vous allez dire, ah bah oui, c'est vrai que c'est un peu ce que je ressentais en voyant cette scène, tout ça. Le souvenir de l'enfance, la folie, le désir. Et je trouve que cette scène, elle est très innocente au premier abord, et elle réussit peu à peu à nous mettre mal à l'aise quand on comprend l'effet nocif que le miroir pourrait avoir sur la santé mentale de Harry. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à rajouter en commentaire ce que je n'ai pas soulevé dans cette analyse. Je pense qu'il y a plein d'autres choses à dire à ce sujet. Et n'hésitez pas à me proposer une scène à analyser pour la semaine prochaine dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.